Dans cet épisode de Cruauté en face story, nous allons plonger dans une affaire où tout semblait anodin, jusqu'à ce qu'une femme disparaisse sans laisser de traces. Un simple moment d'égarement? Une mauvaise rencontre? Ou bien la menace se cachait-elle beaucoup plus près qu'on ne le pense? L'enquête va révéler des incohérences troublantes, des mensonges habiles et une vérité bien plus sombre que ce que l'on imaginait. Quand l'amour se transforme en poison et que la confiance devient une arme, certaines nuits de fête peuvent se terminer de la pire des manières. Nous croyons souvent être en sécurité aux côtés de ceux que nous connaissons, mais parfois le danger se trouve là où on l'attend le moins. Je suis Genéza, et aujourd'hui nous allons voir comment une vie ordinaire a sombré dans l'impensable. Préparez-vous, car certaines vérités sont plus sombres qu'elles n'y paraissent. En 2016, Nicole Van der Heyden, 31 ans, vivait à Green Bay, dans le nord-est des États-Unis. Elle partageait son quotidien avec son compagnon Doug Detry et leurs 3 enfants. Enseignante diplômée de l'Université du Wisconsin, elle était passionnée de biologie. Mais elle ne se limitait pas aux salles de classe. Elle adorait le sport, l'aérobic, la course à pied, bref, une boule d'énergie. Elle s'était même inscrite à une salle de sport et tentait désespérément d'y traîner Doug. Nicole était une femme drôle, un brin excentrique, mais avant tout une mère responsable. Elle avait rencontré Doug 1 an et demi plus tôt, en janvier 2015. À l'époque, elle élevait déjà seule 2 enfants, un garçon et une fille. Puis, à peine 1 mois après le début de leur relation, surprise, elle était enceinte. Le couple avait alors décidé d'emménager ensemble dans la maison de Doug et attendait l'arrivée de leur fils avec impatience. Doug, lui, venait d'une famille aisée. Ses parents travaillaient dans l'immobilier et il était propriétaire de sa maison, située dans un quartier tranquille. Sur le papier, tout semblait parfait. Après la naissance de Dylan, ils élevaient donc leurs 3 enfants sous le même toit. Mais leur relation? Tumultueuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Les disputes étaient fréquentes, parfois explosives. Ils avaient même envisagé de se séparer. Mais comme souvent dans ce genre d'histoire, ils ne l'avaient pas fait. En l'espace de quelques mois, Doug était passé de célibataire insouciant à père d'un nourrisson et beau-père de 2 enfants. Autant dire que le choc avait été brutal. Abandonner sa liberté, ses habitudes, ses soirées sans compte à rendre. Un peu trop pour lui. Alors, il avait continué à flirter, à envoyer des messages à d'autres femmes, histoire de s'accrocher à ce qu'il lui restait de son ancienne vie. Pour échapper à la monotonie du quotidien et probablement éviter une énième dispute, le couple avait décidé de sortir. Le 20 mai 2016, un concert du groupe Steel Panther était prévu à Green Bay, au bar Watering Hole. L'excuse parfaite pour souffler un peu. Ne restait plus qu'à trouver une baby-sitter. D'abord, c'est la grand-mère des enfants qui s'était occupée d'eux, puis Dallas, un ami de Nicole, avait pris le relais. La soirée avait bien commencé. Nicole et Doug s'étaient amusés, avaient profité de la musique et avaient descendu des quantités d'alcool qui feraient pâlir un barman. Puis, à 23h, le concert s'était terminé et le groupe s'était scindé en 2. Nicole et quelques amis voulaient poursuivre la fête aux sardines Cannes, tandis que Doug et un de ses copains préféraient rejoindre d'anciens amis d'école. Pas de souci, ils s'étaient mis d'accord pour que Doug rejoigne Nicole plus tard. Mais plus le temps passait, plus l'absence de Doug devenait pesante, et Nicole commençait à bouillonner. D'abord quelques messages de plus en plus agressifs, puis carrément des insultes. Elle en était sûre. Doug était en train de la tromper. Lui, de son côté, avait d'abord tenté de calmer le jeu, répondant vaguement, puis, lassé, il avait cessé de répondre. Et là, le comble, quand une amie de Nicole l'avait appelé, il avait décroché. Autant dire que ça n'avait fait qu'attiser la colère de Nicole. Hors d'elle, elle avait quitté le bar en trombe. Aaron, un de ses amis,
avait voulu la raccompagner. Mauvaise idée. Nicole, furieuse, lui avait crié dessus et lui avait même donné des coups de pied. La scène était devenue assez bruyante pour attirer l'attention. Les passants, voyant une femme en détresse qui hurlait et frappait un homme, avaient cru qu'elle était en danger et avaient voulu expulser Aaron du bar. À ce moment-là, il avait compris qu'insister ne servirait à rien. Il avait simplement tenté une dernière fois de la raisonner. « Dylan t'attend à la maison », lui avait-il rappelé. Mais Nicole ne l'avait même pas écouté. Elle s'était retournée et était partie. Aaron et ses amis, lassés du chaos de la soirée, étaient montés dans un taxi et avaient filé chez eux. Fin de l'histoire pour eux. Mais pas pour Doug. Vers minuit 20, lui et son ami avaient enfin débarqué au Sardine Can pour découvrir que Nicole n'y était plus. Ils s'étaient alors lancés dans une recherche improvisée, tentant de la joindre. Après plusieurs essais, ils avaient enfin réussi à l'avoir au téléphone. Et là, incompréhension totale. Nicole était ivre, ses paroles étaient du charabia. Impossible de comprendre ce qu'elle disait. Il lui avait simplement dit de revenir au bar où il l'attendrait. Mais quelques secondes plus tard, son téléphone s'était éteint. Plus aucun moyen de la contacter. Ne sachant pas quoi faire, Doug et son ami étaient retournés au Sardine Can, avaient bu encore un peu, puis, finalement, étaient rentrés. Doug, lui, s'était souvenu que Nicole lui avait envoyé un message plus tôt, mentionnant qu'elle avait croisé quelqu'un qu'elle connaissait. Il en avait conclu qu'elle était probablement avec cette personne et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Une conclusion bien trop optimiste. Il était arrivé chez lui vers 2h40, espérant trouver Nicole déjà rentrée. Mais la maison était vide. Il avait alors libéré la baby-sitter et s'était couché, sans trop se poser de questions. À 6h30, Dylan l'avait réveillé, et c'est seulement à ce moment-là que Doug avait réalisé que Nicole n'était toujours pas rentrée. Il avait d'abord supposé qu'elle était encore fâchée et qu'elle avait dormi ailleurs. Trop fatigué pour s'en préoccuper, il s'était rendormi. Ce n'est que bien plus tard, en constatant que Nicole ne répondait toujours pas et que personne ne savait où elle était, qu'il avait commencé à paniquer. Il avait appelé des amis, cherché des indices, fait le tour des hôpitaux, rien. À 16h30, il avait fini par appeler la police pour signaler sa disparition. Une demi-heure plus tard, une policière était arrivée chez lui pour recueillir son témoignage. Elle avait posé des questions, enregistré l'entretien avec une caméra cachée. Pourquoi ? Parce que quelques heures plus tôt, à 5 kilomètres de là, 2 hommes avaient fait une découverte macabre. D'abord, ils avaient cru voir les restes d'un cerf, mais en s'approchant, l'horreur. C'était le corps d'une femme, nue, battue, jetée là, abandonnée comme un déchet. Les policiers avaient immédiatement fait le lien avec la disparition de Nicole. Mais tant que l'identification officielle n'avait pas été faite, Doug n'était au courant de rien. Cependant, la nouvelle s'était propagée dans la ville à la vitesse de l'éclair. Et c'est ainsi que la sœur de Nicole, Heather, avait appris la terrible vérité. Tout le monde avait commencé à s'inquiéter. Et si c'était Nicole ? Mais en même temps, il s'accrochait à un mince espoir. Les premières informations sur le corps retrouvé étaient floues. Certaines sources évoquaient même un homme. Peut-être qu'elle allait réapparaître. Mais à minuit, l'espoir avait commencé à vaciller. Une voiture de police s'était arrêtée devant la maison de Doug. Les officiers l'avaient emmené pour l'interroger. Après un moment, il lui avait révélé que le corps retrouvé n'était pas encore identifié, mais que plusieurs éléments correspondaient à Nicole. La taille, l'âge, la couleur des cheveux. La victime était nue. Impossible de la reconnaître par ses vêtements. Mais elle portait encore des chaussettes et un bracelet rose, exactement comme ceux donnés aux clients du Watering Hole ce soir-là. Les enquêteurs avaient alors posé la question fatidique. Doug avait-il quelque chose à voir avec la disparition de Nicole ? Il avait nié en bloc,
Mais son comportement avait de quoi surprendre. Il avait refusé qu'on prenne son ADN. Pire encore, il s'était opposé à une perquisition de sa maison. Pourquoi un homme innocent refuserait-il d'aider la police à retrouver sa compagne? Ce refus avait immédiatement éveillé les soupçons. Un gros drapeau rouge. L'interrogatoire avait pris fin aux alentours de 4 heures du matin et Doug avait été récupéré par ses parents avant de partir chez eux. Le lendemain, les enquêteurs avaient fait une autre découverte macabre. À seulement 2 kilomètres de l'endroit où le corps de Nicole avait été retrouvé, ses vêtements, son sac à main et son téléphone portable avaient été retrouvés éparpillés le long de l'autoroute. Les vêtements étaient déchirés, ensanglantés. 2 jours après la découverte du corps, Doug Detry avait été arrêté pour meurtre. Cette fois, il n'avait plus le choix. La police avait obtenu un mandat pour fouiller sa maison et prélever son ADN. Ce qu'ils y avaient trouvé était accablant. Du sang dans le garage, du sang dans le coffre de la voiture, des traces de sang dans la salle de bain et, plus glaçant encore, du sang sur une chaussure Air Jordan. Lors de l'autopsie, une empreinte de semelle correspondant parfaitement à ce modèle avait été retrouvée sur le corps de Nicole. Son meurtrier lui avait littéralement marché dessus. L'autopsie avait révélé l'ampleur de l'horreur. Nicole avait été étranglée, mais elle avait aussi subi un violent traumatisme crânien. Son corps portait 241 blessures, une mâchoire brisée, des ecchymoses sur tout le visage, des ongles cassés et des marques de défense sur les mains. Elle s'était battue, elle avait essayé de survivre, mais elle n'avait eu aucune chance. Son visage était tellement mutilé qu'un simple examen visuel n'avait pas suffi pour l'identifier. Seul un dossier dentaire avait permis de confirmer l'impensable. Pour les enquêteurs, ce crime ne pouvait être qu'un acte de rage, une explosion de violence insensée, commise par quelqu'un qui la connaissait. Les différentes traces de sang retrouvées dans la maison avaient suffi à prolonger sa garde à vue le temps que les résultats des tests ADN soient disponibles. Pendant ce laps de temps, un voisin, en train de tondre sa pelouse, avait remarqué un câble traînant dans l'herbe, juste en face de la maison de Doug et Nicole. Sans y prêter attention, il l'avait jeté sur le trottoir. Mais quelques instants plus tard, il avait aperçu des taches de sang. Ayant déjà entendu parler du meurtre de Nicole, il n'avait pas hésité une seconde et avait appelé la police. Les enquêteurs étaient venus prélever le câble ainsi que des échantillons de sang sur le trottoir. Les analyses avaient été sans appel. Le sang appartenait à Nicole. Pire encore, des traces de son ADN et celui d'un homme avaient été retrouvés sur le câble. Cet ADN, on l'avait également retrouvé sur une chaussette de Nicole et sur tout son corps. Les enquêteurs pensaient enfin tenir la clé de l'affaire. Le lieu du crime, juste devant la maison de Doug, le coupable, Doug lui-même. Tout semblait concorder, les traces de sang chez lui, le fait qu'il ait attendu avant de signaler la disparition de Nicole, la dispute qui avait éclaté ce soir-là. L'étau se resserrait. Doug avait été placé en détention pendant 18 jours, le temps que les résultats ADN tombent. Mais quand ils sont arrivés, c'était un véritable coup de théâtre. Rien ne correspondait aux attentes des enquêteurs. Le sang dans le coffre de la voiture, ce n'était même pas celui de Nicole, mais celui de sa fille. Le sang trouvé dans le garage, pas du sang humain du tout, mais du sang de dinde. Les fameuses traces sur la chaussure Air Jordan, pas du sang non plus. Le sang découvert dans la salle de bain, celui de la sœur de Nicole qui s'était déjà saignée du nez en visitant la maison. Et le plus gros choc, l'ADN retrouvé sur la chaussette, le câble et le corps de Nicole n'appartenaient pas à Doug. Tous les échantillons pointaient vers le même homme, mais ce n'était pas lui.
Face à cette absence totale de preuves, Doug avait été libéré. Il était rentré chez lui, complètement sonné, où l'attendait son fils Dylan. Désormais, il devait élever seul son enfant. Quant aux 2 autres enfants de Nicole, issus de sa précédente relation, ils étaient partis vivre avec leur père biologique. Un foyer détruit, une affaire qui repartait à zéro, et surtout, un meurtrier toujours en liberté. Après l'acquittement du principal suspect, les enquêteurs avaient dû reprendre l'enquête à zéro. Ils avaient épluché des heures de vidéosurveillance, espérant repérer Nicole. Après tout, elle avait bien dû rentrer chez elle d'une manière ou d'une autre. Mais aucune image ne montrait son trajet. Rien. Ils avaient donc recommencé à interroger des témoins, analyser les connexions téléphoniques, chercher le moindre indice. Mais le temps passait, et l'affaire semblait s'enliser, jusqu'à un coup de théâtre en août, lorsqu'ils avaient introduit l'échantillon d'ADN dans la base de données nationale. Ils avaient enfin obtenu une correspondance. L'ADN appartenait à un certain George Stephen Birch. Son profil était déjà enregistré, mais pas dans le Wisconsin, dans l'État de Virginie, à plus de 1500 km de là. En creusant un peu, les enquêteurs avaient découvert que George Birch avait déménagé à Green Bay le 1er mars 2016, soit moins de 3 mois avant la mort de Nicole. Mais qui était cet homme? Et surtout, comment son ADN avait-il pu se retrouver sur le corps de la victime? George Stephen Birch était né en 1978 à Newport, en Virginie. Adopté alors qu'il n'avait qu'une semaine, il avait grandi dans une famille aimante et avait reçu une bonne éducation. Mais à 20 ans, il avait commencé à basculer. En 1998, il avait été condamné pour cambriolage. Puis, la même année, il avait été accusé du meurtre de Joey White, un chef de gang. Un crime grave, une affaire qui aurait pu le condamner à vie. Mais contre toute attente, il avait été acquitté. Après ce procès, George avait quitté la Virginie pour s'installer à New York. Là-bas, il avait rencontré sa future femme, avec qui il avait eu 2 fils. Son casier judiciaire s'était rempli de quelques délits mineurs, mais jamais rien qui ne puisse le qualifier de criminel dangereux. Finalement, son mariage avait volé en éclats, et c'est à ce moment-là qu'il avait contacté Ed Jackson, un ami vivant à Green Bay. Il lui avait demandé de l'aide pour tout recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouveau départ. Ed Jackson et sa femme, Linda, avaient accepté de l'héberger et l'avaient même aidé à trouver un travail. Très vite, il était devenu cuisinier tout en acceptant un second emploi de jardinier. Sa vie à Green Bay semblait simple et ordinaire. Il sortait avec une jeune femme de 20 ans, Jordan, mais la fidélité n'était pas vraiment son fort. Il lui arrivait régulièrement de ramener chez lui des femmes rencontrées dans des bars. Rien qui ne semblait suspect, jusqu'à ce que son ADN soit retrouvé sur le corps de Nicole Vander Hayden. Mais comment expliquer sa présence là? Pour les enquêteurs, il était temps de le découvrir. Peu après la mort de Nicole, George avait provoqué un accident de voiture avant de prendre la fuite. Pour effacer les preuves, il avait ensuite mis le feu au véhicule impliqué. Pourtant, il n'avait jamais été tenu pour responsable de l'accident. Ironie du sort, c'est cet incident qui l'avait fait entrer dans la base de données de la police, permettant aux enquêteurs de le retrouver sans difficulté lorsqu'ils avaient fait le lien avec son ADN. Lorsqu'il avait été arrêté et interrogé, il avait nié toute implication dans le meurtre de Nicole. Il n'avait même pas protesté lorsque les policiers avaient voulu fouiller son téléphone. Grave erreur. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en créant son compte Gmail, il avait activé une application qui enregistrait en détail tous ses déplacements. Le piège venait de se refermer. Grâce à cette application, la police avait pu suivre avec une précision redoutable les mouvements de George dans la nuit du meurtre. Il s'était d'abord rendu au bar Richard Craniums,
situé à 800 mètres du Sardine Khan. Entre 3h01 et 3h53, il se trouvait dans la rue où Nicole vivait. Puis, entre 3h58 et 4h02, il était exactement à l'endroit où le corps de Nicole avait été retrouvé. Et à 4h05, il roulait sur l'autoroute, précisément à l'endroit où les vêtements et le sac de Nicole avaient été jetés. Une coïncidence? Impossible. Face à ces preuves accablantes, George Burch n'avait plus d'autre choix que d'admettre son lien avec le crime. Mais plutôt que de tout avouer, il avait tenté de réécrire l'histoire. D'après lui, il avait rencontré Nicole au bar Richard Cranium, où ils avaient discuté et flirté jusqu'à la fermeture, à 2h30. Il lui aurait proposé d'aller chez lui, mais en arrivant sur place, il aurait préféré ne pas la faire entrer, car ses colocataires étaient encore éveillés. Ils auraient alors décidé de se rendre chez Nicole. Une fois sur place, Nicole aurait refusé d'entrer chez elle, prétextant que la baby-sitter était toujours là. C'est alors qu'ils auraient choisi d'avoir des rapports sexuels dans la voiture. Selon George, tout aurait basculé à ce moment-là. Il aurait été frappé violemment à la tête et aurait perdu connaissance. En reprenant ses esprits, il se serait retrouvé allongé sur le trottoir avec Doug debout au-dessus de lui, une arme à la main. Il aurait alors réalisé que Nicole gisait sans vie, couverte de sang. Selon lui, Doug, fou de rage en découvrant sa compagne avec un autre homme, l'aurait assassinée. Mais George ne s'était pas arrêté là. Il avait continué son récit, tentant d'impliquer Doug encore plus. Selon lui, Doug l'aurait obligé à charger le corps de Nicole dans sa voiture, puis il l'aurait transporté hors de la ville pour s'en débarrasser. Une fois sur place, il aurait profité d'un moment d'inattention de Doug pour le pousser violemment au sol avant de sauter dans sa voiture et de s'enfuir. Sur le chemin du retour, il aurait découvert les vêtements et le sac de Nicole sur la banquette arrière et aurait décidé de les jeter par la fenêtre. Il n'avait jamais signalé l'incident à la police par peur d'être arrêté, puisqu'il n'avait pas le droit de quitter la Virginie en raison de ses délits passés. Un scénario rocambolesque auquel les enquêteurs n'avaient pas cru une seule seconde. George avait eu plus de 2 mois pour préparer son mensonge, scrutant toutes les informations disponibles sur l'affaire. Son historique de navigation révélait qu'il avait longuement suivi l'enquête, cherchant des détails sur Nicole, sur Doug, sur leur dispute. Il avait eu tout le temps du monde pour peaufiner sa version. Mais un détail qu'il n'avait pas anticipé allait tout faire voler en éclats, le Fitbit de Doug. Cet appareil, qui ressemble à une montre, enregistre les mouvements, le rythme cardiaque, les pas effectués et même les phases de sommeil. Doug l'avait sur lui toute la nuit, et les données étaient formelles. À l'heure supposée du crime, Doug dormait profondément chez lui. Il n'avait jamais quitté sa maison. L'alibi était inattaquable. George avait menti. Et maintenant, il ne restait plus qu'une question. Allait-il enfin avouer la vérité ? Doug portait son Fitbit presque en permanence, ne l'enlevant qu'1 heure par jour pour le recharger. Ironiquement, c'était Nicole qui l'avait convaincu d'en acheter un, dans l'espoir de l'encourager à faire plus d'exercice. Et c'est précisément ce bracelet qui lui a sauvé la mise. Grâce aux données qu'il avait enregistrées, les enquêteurs avaient pu confirmer que Doug n'avait jamais quitté son domicile cette nuit-là. Il s'était levé une seule fois, après 4 heures du matin, mais n'avait fait qu'1 douzaine de pas, probablement pour aller aux toilettes. Impossible donc qu'il ait été devant la maison ou sur le lieu où le corps de Nicole avait été abandonné. Son alibi était inattaquable. Le procès de George Burch s'était ouvert en février 2018. Pendant 9 jours, le jury avait entendu les versions de Doug et de George.
analyser les preuves accablantes et observer la défense tenter désespérément de faire porter le chapeau à Doug. Après tout, il connaissait la région, il savait où cacher un corps. Et pourtant, Nicole avait été retrouvée tout près du bureau du shérif. Un meurtrier local aurait choisi un endroit bien plus isolé. Autre détail troublant, le lendemain du meurtre, alors que tout le monde cherchait Nicole, George était tranquillement allé pêcher avec des amis. Détendu, comme si de rien n'était. Mais ce qui avait définitivement détruit sa version des faits, c'était le témoignage de ses proches, notamment Jordan, la jeune femme qu'il avait rencontrée ce jour-là. Personne n'avait remarqué la moindre blessure sur sa tête. Si Doug l'avait frappé si fort qu'il en avait perdu connaissance, il aurait forcément eu une marque. Mais rien, pas une trace. Le mobile de George avait été l'un des points centraux du procès. Le procureur avait avancé une hypothèse glaçante. George s'attendait à avoir un rapport sexuel avec Nicole. Mais elle, qui allaitait encore son fils, avait refusé. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait explosé. Pris d'une rage incontrôlable, il l'aurait violée, étranglée et sauvagement battue. Un crime violent, impulsif, un crime de pure domination. Le jury n'avait pas eu besoin de beaucoup de temps pour trancher. En moins de 4 heures, le verdict était tombé. George Burch était coupable de meurtre au premier degré. 3 mois plus tard, lors de l'audience de la sentence, le juge n'avait pas mâché ses mots. Si la peine de mort avait été en vigueur dans le Wisconsin, il y aurait certainement eu droit. Mais puisque l'État n'autorise pas l'exécution, il avait écopé de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne sortirait plus jamais. Jusqu'au bout, George avait nié son crime, prétendant qu'il était victime d'une machination. Il avait fait appel de sa condamnation, mais son recours n'a toujours pas été examiné. Qu'il le veuille ou non, sa vie derrière les barreaux ne faisait que commencer. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.